Bonjour tous, je suis Catherine Carlton, directeur général de l'Orchestre Canada. Je vous parle aujourd'hui de chez moi, à Peterborough, Ontario, sur un territoire couvert le traité Williams, le traité 20. Puissions-nous honorer les enseignements des Michi Sage Anishinaabe, les gardiens de longue date de cette terre. Je vous salue également au nom de l'Association for Opera in Canada, de l'Assemblée canadienne de la danse, de l'Association canadienne des arts de la scène et de l'Association professionnelle de théâtre canadien. Ce sont nos partenaires pour le webinaire aujourd'hui sur les principales tendances en matière de marketing numérique des collègues de fonds. Cet événement fait partie de la série Arts Boost, généreusement financée par le Conseil des arts du Canada. Cette série comprend Arts Boost Fundamentals, un cours de 8 classes sur le marketing numérique des arts et la collecte de fonds qui comptera bientôt plus de 100 diplômés. Un deuxième webinaire gratuit qui aura lieu plus tard cet automne sur la création d'une culture de test et d'apprentissage et un lancement en 2022 d'un programme auto-guidé en ligne basé sur les programmes Art Boost Fundamentals. Nous avons la chance de travailler avec Tim Dolan de l'équipe de la firme artistique pour vous présenter ces programmes et de pouvoir offrir une interprétation simultanée grâce à Christiane Martel et Mark Redmond. Apprenons ensemble. Lauren, à vous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lauren Drew, directrice des services d'apprentissage. Je suis aussi à Peterborough. Euh, donc, quelques notes techniques avant de commencer. Donc, s'il vous plaît, gardez votre vidéo et microphone sur sourdine. Nous enregistrons. Il y aurait une partie de questions-réponses à la fin, donc posez vos questions dans le clavardage. Et j'ai mis des instructions euh, dans le chat pour activer l'interprétation simultanée en direct en anglais en français. Nous avons aussi le sous-titrage en anglais de rev.com et dans quelques instants, je vais publier des informations dans le clavardage sur ça et aussi l'enregistrement et les ressources seront partagées dans les semaines à venir. Donc, avec ça, à vous, Tim. Merci beaucoup, Lauren et Catherine. Je m'appelle Tim Dolan. Je vous rejoins de Toronto. Je reconnais que je suis sur le territoire traditionnel de plusieurs nations, y compris Michi, Sagi, Anishinaabe, les Chippewa et les Wendat. Donc, bienvenue aux tendances principales en marketing et collecte de fonds numériques. J'ai hâte donc d'aller plus profondément dans ce contenu avec vous aujourd'hui. Et avant de commencer, je voulais faire une petite présentation de qui je suis, un survol très élevé. Comme Catherine a mentionné, je suis formateur directeur pour la souscription de fonds. Donc, j'ai travaillé en stratégie numérique et marketing numérique toute ma carrière. Et c'est pour une compagnie Kickrain qui représente des différentes stratégies pour la souscription de fonds numériques. Donc, c'est mon sujet. Et passons au webinaire aujourd'hui. Donc, l'objet du webinaire aujourd'hui est de discuter des tendances principales qui influencent le marketing, la collecte de fonds et leurs conséquences sur les organismes artistiques. Donc, c'est complémentaire à ce que nous parlons dans le cours que nous présentons, mais nous allons prendre une approche un peu différente aujourd'hui où nous allons regarder plutôt l'horizon et quels sont ces facteurs qui ont un impact sur les plans des gens qui font le marketing et la souscription de fonds. Un rappel que cette session sera enregistrée et les diapos seront disponibles et le clavardage et tout sera ouvert pour les questions. Alors, pourquoi une séance sur les tendances numériques? C'est une session avec beaucoup de gens présents. Donc, pourquoi? Pourquoi c'est si important et si populaire? Je pense pour différentes raisons. Un, c'est l'importance d'abord du numérique comme canal. Même avant la pandémie, les acheteurs de billets utilisaient des sites web pour être en mesure de s'informer au sujet des performances, d'acheter des billets et même les souscripteurs de fonds se tournent vers les médias sociaux pour augmenter les dons et tout. Et depuis la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que
la pandémie a accéléré tout ça dans toutes les industries. Et ce que nous voyons présentement, c'est qu'un des aspects intéressants de la COVID, c'est que bon nombre d'organismes artistiques, 83 ont utilisé de nouvelles choses en résultat de la pandémie et 93 reconnaissent que le marketing numérique jouera un rôle dans leur stratégie de reprise. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde quels sont les comportements qui vont rester, que ce soit le commerce électronique ou l'apprentissage en ligne. Il y a beaucoup de choses que les gens ont essayé au cours des derniers 18 mois que les gens ne referont pas à nouveau. Et c'est des choses qu'on doit garder en tête. Et l'autre aspect qui est important, c'est que ce n'est pas seulement important pour les organismes d'art, mais c'est de voir la perspective des consommateurs. Et ce qui est les attentes des adhérents autour de l'expérience que nous offrons augmentent avec tous les services numériques qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne. Un autre aspect, quels sont ces comportements durables qu'on veut s'assurer d'être conscient pour qu'on incorpore ou qu'on considère dans nos plans aussi. Alors, ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement un secteur du numérique uniquement, mais quelles sont certaines de ces tendances qui sont à l'horizon, à court terme, que les organismes auxquels ils doivent réfléchir à incorporer dans leur plan dans les années à venir. Et comment nous allons faire ça? C'est en étudiant 5 tendances. Typiquement, lorsqu'on veut rassembler des tendances, on veut qu'ils soient exclusifs mutuellement et exhaustifs, mais c'est un chevauchement intentionnel et c'est incomplet parce que le monde du numérique est en évolution constante. Il y a tellement de chevauchements de concepts qu'il est difficile de les différencier. Mais lorsqu'on organise ceci, nous avons synthétisé beaucoup d'informations de différentes sources et nous avons établi 5 thèmes. euh, donc, nous allons parler de vidéo sociale, l'économie de création, la recherche et découverte, pertinence et échelle, et finalement, vie privée et ciblage. Donc, commençons avec la vidéo sociale. Je pense que c'est un aspect très important pour commencer parce que la croissance autour de tout ça et ce que les gens utilisent pour être en mesure de faire du streaming ou de la vidéo. Donc, l'utilisation augmente rapidement. Et donc, si on regarde le temps que les gens dépensent sur différentes applications sociales, ceux qui sont concentrés sur le streaming et incluent beaucoup de vidéos dépassent les autres qui ne le font pas. Et comme les gens qui font du marketing, on veut être conscient de où se trouvent nos auditoires afin de discuter avec eux, là où ils se trouvent. Un autre aspect important, c'est de reconnaître que ce n'est pas quelque chose qui va disparaître bientôt parce que bon nombre des plateformes que nous utilisons évoluent pour être en mesure de prioriser le streaming en direct ainsi que le contenu vidéo. Donc, c'est mené par TikTok, Instagram euh, et d'autres plateformes comme Spotify ou Twitter ou LinkedIn euh, mettent la priorité sur le contenu vidéo de leur façon. Donc, les plateformes elles-mêmes se reforment, si on veut, pour prioriser ce genre de contenu. Et en tant que résultat, les entreprises commencent à dépenser davantage de leur argent de marketing et leur argent et leurs dollars pour la création de contenu du côté vidéo. Donc, c'est quelque chose que je pensais très intéressant et dont on doit être conscient parce que beaucoup l'argent qu'ils dépensent, c'est pas vraiment pour des annonces publicitaires ou des vidéos long format, c'est des vidéos courtes pour la consommation sur les applications sociales. Et autre chose que je veux vous rappeler, c'est 80 du temps passé sur les réseaux sociaux, c'est du côté mobile. Donc, les formats des vidéos, c'est pas qu'on investit davantage dans les vidéos, mais le format de ces vidéos évolue. Et la vidéo et les vidéos sociaux sont en évolution aussi pour devenir multi, multi-usage. Donc, si on regarde comment ce format commence à évoluer à l'intérieur des plateformes, la vidéo
que ce soit du social ou du live stream, devient plus commercial. Vous connaissez peut-être, vous avez déjà peut-être entendu le terme social commerce. Donc, c'est où les médias et les commerces s'unissent pour avoir effectué des transactions sur les plateformes. Donc, pendant les dernières années, vous avez vu des exemples dans Instagram, Snapchat, qui ont un partenariat avec Shopify pour aller chercher des dons et établir des transactions dans une plateforme plutôt qu'être obligé d'aller ailleurs pour dépenser. L'autre aspect, c'est l'éducation. Je pense que c'est une tendance très intéressante. Je ne dis pas ça simplement parce que je suis formateur, mais lorsqu'on fait beaucoup de travail avec des entreprises autour des plans de contenu, on s'est concentré sur deux secteurs particuliers. Historiquement, on parle de contenu qui est diversifiant ou un contenu qui est utile, quoi. Et ce que nous avons vu pendant la pandémie, c'est du contenu qui est éducatif, commencer à prendre son envol. C'est intéressant en termes du nombre de nouveaux cours qui se présentent. Si vous êtes dans le cours DMFA, vous êtes connaissez peut-être la plateforme des Think, donc une augmentation de 200 de création de cours. Et si vous êtes utilisateur actif dans beaucoup de plateformes sociales où vous suivez du contenu fait maison, vous allez trouver des vidéos sur différentes disciplines, y compris les arts. Donc, une occasion autour du côté commercial, l'apprentissage et les événements. Et je sais que bon nombre d'entre vous avaient essayé des événements en direct ou présentiels d'une différente façon. C'est un autre secteur où il y a eu beaucoup de croissance et ça date depuis même avant la pandémie. Mais beaucoup de différents formats sont utilisés pour faire du streaming en direct ou des événements en direct sur des plateformes numériques. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la recherche récente qui démontre que les entreprises aux États-Unis et au Royaume-Uni, dont 51 qui n'avaient jamais fait ce genre de choses, vont continuer à le faire après la pandémie. Et je pense que ça reflète c'est reflété dans beaucoup de conversations que j'ai eues avec des étudiants dans le cours qui cherchent plutôt une option hybride pour interagir avec les participants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nos organismes? Les 3 points que je dirais pour et alors, c'est se familiariser. Donc, ça veut dire passer du temps sur les plateformes, même s'ils ne vous intéressent pas, pour être en mesure de comprendre comment ils fonctionnent, comment les gens se comportent et qu'est-ce que les gens recherchent. Donc, familiarisez-vous avec des plateformes telles que TikTok afin qu'on puisse non seulement réfléchir comment adapter du contenu existant et des fois recontextualiser l'art que nous créons. Penser petit, je pense que c'est un autre secteur où souvent, si on cherche à créer du contenu avec des niveaux de production très élevés, euh, avec les vidéos sociales, on n'a pas ces mêmes contraintes. On a peut-être entendu le concept du produit viable minimum. Imaginez ce que vous pouvez créer pour augmenter votre capacité, pour en créer davantage par le biais de ces canaux, ou ces canaux plutôt. Et penser grand, c'est considérer comment la vidéo peut favoriser une nouvelle programmation. Il y a des histoires de succès intéressantes dans la pandémie où les détaillants ont diminué, si on veut, leur empreinte et font beaucoup de leur vente par le biais de ventes aux enchères directes. Et il y a des souscripteurs de fonds qui font différentes présentations live stream. Donc, c'est intéressant comment que les vidéos sociaux, la vidéo sociale pourrait être un endroit intéressant à explorer. Prochaine tendance dont je voudrais parler, c'est une de ces tendances qui se chevauchent. Donc, quelque chose que vous avez peut-être lu, sujet sur lequel vous avez peut-être lu, c'est l'économie de la création. Donc, ça fait référence à beaucoup de ces entreprises qui ont été créées par des créateurs indépendants, que ce soit des influenceurs, des écrivains, etc., pour se monétiser, soit leur création, leurs compétences. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on revient en arrière, d'où ça vient ça? Et ça arrive depuis quelque temps. Si on fait un recul, si on pense à l'évolution dans les médias, à la publication, ça a plus de sens où, jadis, il n'y avait que quelques chaînes sur lesquelles on pouvait partager du contenu. Et dans les médias traditionnels, il n'y avait que quelques gardiens, si on veut. Et maintenant, il n'y a plus cette monoculture. Il y a
beaucoup de sous-cultures que les créateurs peuvent utiliser, donc le numérique pour la création, pour la monétisation. Donc, il y a différents canaux pour les créateurs pour s'engager directement ou interagir directement avec ces gens avec lesquels ils ont déjà des relations et leur auditoire. Et c'est intéressant de voir comment différents artistes sont, on trouve que ces outils leur donnent plus de liberté. Des écrivains qui passent à des plateformes comme Substack qui peuvent faire de l'argent directement de leur auditoire, des musiciens sur SoundCloud. Si vous êtes joueur de jeu, d'avoir des auditoires, si on veut, sur Twitch. Donc, il y a différentes plateformes pour différents types d'artistes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire autour des occasions de monétisation? Si on regarde les créateurs, si on veut, ça a permis cet autre secteur du marketing dont on parle dans le cours qui s'appelle le marketing des influenceurs et où les marques et les organisations peuvent travailler directement avec les créateurs pour partager leur offre ou leur marque ou leurs nouvelles à leur nom. Donc, historiquement, c'est devenu une façon pour bon nombre de créateurs de monétiser ce qu'ils font. Et une plus grande tendance, il y a beaucoup de nouvelles façons que ces créateurs monétisent, si on veut, leur public et les organismes artistiques peuvent apprendre un peu. Donc, plutôt que de travailler directement, donc si vous êtes sur Twitch, par exemple, vous pouvez voir comment au nombre de ces créateurs ont un auditoire qui interagit avec eux, monétise leur attention par l'utilisation de contenus commandités, des affiliations, des dons. Il y a même des choses telles que achetez-moi un café afin d'aller chercher des dons sur un auditoire qui est quand même assez large. Donc, la façon différente pour être en mesure de monétiser avec leur public est en hausse. Et de la même façon que les vidéos sociaux, la vidéo sociale plutôt, est en évolution. Les plateformes même euh, donnent la priorité aux créateurs. Donc, certaines de ces plateformes essaient d'attirer ces créateurs. YouTube, par exemple, a investi 100 millions de dollars pour attirer des créateurs à sa plateforme et donc amener en même temps leur auditoire. Et je pense qu'il y a des leçons très intéressantes ici. Vous ne vous percevez peut-être pas comme créateur, mais vous êtes créatif. Et il y a des notes qu'on pourrait prendre du carnet de notes du créateur. Par exemple, nous avons des exemples du Ballet national qui utilisent leur personnalité directe, si on veut, pour créer ces petites histoires et pour monétiser des cours en ligne, par exemple, pour établir une connexion directe avec leur public en utilisant les médias sociaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les occasions qu'on peut utiliser? Donc, quelques thèmes importants. Et je pense que c'est important d'y réfléchir. Un aspect, c'est de penser à la publication, publier comme un créateur. Ça peut être utile pour vous de passer quelque temps sur ces plateformes, même si vous n'êtes pas un joueur, d'aller sur Twitch pour comprendre quelles sont les façons que ces créateurs, ces groupes connectent avec leur public et échangent avec eux. Typiquement, c'est quelque chose qui est très fréquent, qui est très personnel, qui est authentique et direct. Et quelles sont les façons qu'on peut intégrer ça dans la façon qu'on peut conter des histoires et interagir avec notre public de cette façon directe. Donc, publier comme un créateur, il devrait peut-être avoir des idées que vous pouvez euh, utiliser comme exemple. Et l'autre, c'est de vous engager comme interagir comme un créateur. C'est quelque chose que je l'ai mentionné avant. Souvent, lorsqu'on regarde lorsqu'on crée des vidéos, on crée une vidéo avec l'intention qu'elle soit consommée. Et ce que les créateurs font, c'est créer du contenu pour être en mesure de connecter, si on veut. Ils découvrent ces façons pour engager directement ou interagir directement avec leur public. Ici, c'est comme, par exemple, mettre un défi en ligne et d'amener les gens à faire quelque chose avec vous pendant un jour, une semaine, un mois. Et des choses qui ressortent de la COVID, c'est la reconnaissance des intérêts des gens de connecter, si on veut, avec les autres, de trouver leur tribu, si on veut, et d'interagir de façon plus forte.
et de monétiser comme un créateur. Donc, il y a différents exemples ici. J'en ai montré quelques-uns plus tôt, comme les micro-dons ou les contributions qu'on peut demander à l'auditoire. Et il y a d'autres choses qu'on peut étudier ou regarder autour des plateformes comme Patreon. Par exemple, qu'importe la plateforme, je pense que l'idée stratégique ici est d'amener un genre d'exclusivité à ce public que vous voulez, avec lequel vous voulez interagir. Donc, et de reconnaître lorsque quelqu'un contribue plus, il ne reçoit plus. Donc, à quoi ressemble cette proposition? Il pourrait y avoir des façons intéressantes de réfléchir à la façon de déverrouiller, si on veut, et gérer ces genres de programmes par le biais de ces programmes utilisés. Et finalement, collaborer, si on veut, avec les créateurs. Et ça ne veut pas dire que vous devez mettre beaucoup d'argent dans un budget d'influenceurs, mais c'est de travailler avec des gens qui ont une relation, avec lesquels vous avez une relation complémentaire. Et donc, il n'y a peut-être pas d'argent qui échange, on change des gens entre des gens, mais bon, j'aime cet exemple il y a de quelques semaines. Le Zoo de Toronto, pour le Zoo de Toronto, plutôt, il y a deux collaborateurs qui ont travaillé ensemble et c'est une façon d'augmenter la visibilité de l'art et du zoo. Et donc, quels sont ces autres organisateurs ou créateurs avec lesquels vous avez peut-être un auditoire en commun, avec lesquels vous pouvez travailler pour rehausser votre interaction avec les gens avec lesquels vous essayez d'interagir? Donc, tendance numéro 3. Et je sais qu'on assez profondément dans le terme de recherche et dans le marketing numérique, mais une des choses que je crois qui sont importantes, c'est de comprendre quelles sont ces choses qui vont rester inchangées, lesquelles vont changer. Et je pense que la recherche demeure importante. Donc, ça demeure un outil important pour les clients de trouver des informations sur les organismes qui pourraient les intéresser. Particulièrement, nous voyons des recherches locales comme étant quelque chose qui continue à croître alors que les gens se retournent vers la recherche en ligne pour découvrir des informations au sujet des entreprises et des organismes qui les entourent. Donc, ça demeure un outil important pour les organisations qu'on peut se découvrir. Mais ce qui a changé, c'est quelques trucs différents. Dans un, les algorithmes utilisés par les différents moteurs de recherche tels que Google pour prioriser le contenu. Et souvenez-vous que 90% des gens ne dépassent pas les quelques premières affiches dans la liste des résultats. Donc, être au sommet de la liste, si on veut, c'est important. Mais l'autre aspect dont je veux parler davantage, c'est l'affichage, si on veut, des pages de résultats. Donc, j'espère que la vidéo va bien fonctionner, mais les pages elles-mêmes continuent à évoluer. Donc, si je regarde ici Ballet Canada, j'obtiens beaucoup de choses différentes, que ce soit une carte, un panel, des liens vers des médias sociaux. Donc, cette page devient plus sophistiquée. Elle est plus multidimensionnelle. Donc, on doit penser davantage quelles sont les façons qu'on peut optimiser notre empreinte, si on veut, notre empreinte pour ces résultats. Une des choses qu'on peut faire, c'est de réfléchir à cette idée de la graphique de connaissance. Donc, ça fait référence à quelque chose qu'on appelle une recherche à zéro clic. Donc, c'est Google qui présente plus d'informations dans les pages de recherche, donc sans que les gens soient obligés de cliquer davantage pour les trouver. Donc, il y a des donc, plutôt que de se battre contre cette tendance, on pourrait penser aux façons qu'on pourrait gérer nos données pour avoir les informations les plus exactes inclus dans les résultats de recherche. Donc, c'est ce qu'on appelle ici le graphique de connaissances à la droite. Donc, c'est ce panneau à droite que Google va chercher des données sur le web et les présente comme l'information sur une chose ou
un sujet de recherche. Donc, c'est quelqu'un vous cherche ou une organisation, vous devez être en mesure, vous voulez être en mesure de réclamer, si on veut, ou d'assumer votre panel de connaissances et de vous assurer que les données sont exactes et bien structurées. Et l'autre aspect, c'est les entreprises locales. Donc, j'ai mentionné que la recherche locale continue à être quelque chose qui est toujours importante, particulièrement dans le domaine mobile, où les gens cherchent des choses autour d'eux. Mais euh, l'inscription Google, c'est une opportunité pour bon nombre d'entreprises pour s'assurer qu'ils ont les bonnes informations. Donc, ce que vous voulez faire, c'est d'être en mesure de gérer votre page My Listings de Google, s'assurer que l'adresse est bonne, par exemple, et pendant ce temps, c'est l'endroit où vous pouvez communiquer les différentes informations que les gens recherchent comme information autour de la notion de sécurité. Et vous avez peut-être remarqué ceci sur vos propres recherches, sont ces entrefilets qui revient à ma notion de recherche zéro-clic où Google met déjà de l'information ou des réponses à des recherches dans la page elle-même. Donc, l'exemple ici, Tafel Music. Les gens ont demandé aussi, ici, vous pouvez trouver d'autres informations sur les différentes définitions, les questions que différentes personnes pourraient avoir au sujet de ces mots-clés. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de faire une recherche sur les mots-clés et des demandes, si on veut, qui sont présentes et commencer à créer du contenu sur notre site Web qui répond à ces questions très précises. Souvenez-vous que nous sommes presque à 3 des Canadiens qui ont un haut-parleur intelligent et davantage de gens utilisent la recherche vocale. Et s'ils utilisent la recherche vocale, ces entrefilets deviennent de plus en plus importants. Les gens ne cherchent pas des réponses, ils cherchent des options plutôt. Donc, pour ces questions pertinentes, pensez au contenu que vous pouvez créer pour ça. Et finalement, il y a les aspects visuels. C'est un autre secteur que vous reconnaissez. Si vous regardez vos résultats de recherche, on voit des vidéos qui sont incorporées dans la page et on voit davantage de gens, selon le sujet, qui cherchent des images dans la recherche d'images. Alors, bon nombre d'entre nous avons des images incroyables, mais sont peut-être inaccessibles pour Google ou difficiles à trouver parce qu'ils ne sont pas bien euh, libellés. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est d'utiliser le système schéma de Google. Euh, donc, euh, donc, donc, d'assurer que les bonnes métadonnées sont associées à ces images. Donc, c'est peut-être des choses plus techniques que vous pouvez faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'outils disponibles de la part de Google pour être en mesure de déterminer comment optimiser votre contenu. Et l'autre aspect, c'est de déterminer comment optimiser votre site lui-même. Donc, si vous travaillez avec la recherche, une des choses que j'ai remarqué, c'est que Google essaie de présenter et de coter les options selon l'expérience. C'est pas juste le contenu. Ils utilisent l'expérience parce ils regardent aussi la qualité du site Web. Euh, donc, ici, ils ont quelque chose qu'on appelle les éléments fondamentaux. Donc, ce sont une matrice, si on veut, de diagnostic pour être en mesure d'évaluer l'expérience que vous avez sur le site Web. Donc, encore une fois, ils ont des outils en ligne gratuits pour évaluer ce que vous faites et ils vous offrent des conseils sur la façon d'améliorer et comment avoir un meilleur site, si on veut, selon ces points. Donc, pour être présenté dans les résultats de recherche. Donc ici, il y a les trois catégories sur lesquelles c'est basé. Un, c'est sur la vitesse à laquelle la page s'affiche, le temps que les gens passent à interagir avec la page et donc le temps que les gens peuvent que ça prend aux gens pour cliquer ou trouver quelque chose. Donc, c'est un indicateur de visibilité et la stabilité de la page. Donc, finalement, je vais vous laisser sur cette tendance avec la reconnaissance que la recherche, c'est plus que c'est
ces 10 liens en bleu. On veut s'assurer, on veut voir comment on est représenté dans les résultats de recherche et savoir que nous avons plus d'options. Si on pense à établir des libellés pour nous donner d'autres choses qu'on peut faire autour de la qualité du site Web lui-même. Et donc, cette chaîne qui demeure est très importante. All right. So the next topic that we're going to go through or theme. Alors, le prochain sujet, le prochain thème, c'est quelque chose qui, encore une fois, c'est un thème qui revient au cours de la cueillette de fonds. Donc, si vous connaissez ceci, vous allez connaître ce sujet, mais on veut vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe avec les données et les opportunités qui se présentent à nous de pouvoir en faire plus. Donc, pourquoi est-ce que c'est une tendance importante? L'une des choses qui ne vous surprendra pas, c'est que lorsqu'on pense aux choses comme les communications par courriel ou même le contenu ciblé, ces communications qui sont basées sur l'événement ou segmentées continuent à mieux performer que ce qu'on appelle parfois des batch and blast ou des campagnes qui ne sont pas ciblées. Donc, vous pouvez avoir des taux de 70 d'ouverture plus élevés pour les campagnes automatisées et 56 de taux plus élevés pour les campagnes segmentées. Donc, notre capacité de pouvoir reconnaître des segments différents et de reconnaître des moments différents, c'est vraiment une partie très importante afin de pouvoir avoir des communications qui performent bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on pense aux campagnes automatisées, et d'avoir des communications par courriel qui sont très pertinentes. Non seulement est-ce qu'on doit comprendre le segment qu'on veut rejoindre, mais on doit penser au moment clé où on veut rejoindre ce segment ou cet individu. Vous ne serez pas surpris de reconnaître que les taux d'ouverture pour les courriels, c'est lorsque quelqu'un s'inscrit pour une infolettre ou est un abonné de votre organisation. Eh bien, ces campagnes automatisées, les taux d'ouverture des courriels souhaités sont 86 plus élevés que pour les bulletins réguliers qui sont envoyés, disons, une fois par mois. Donc, ça commence à être très intéressant de penser à, bon, quels sont les autres moments clés qui pourraient être des occasions pour nous d'impliquer les gens ou de connecter, d'entrer en relation avec les gens. Je pense que c'est très important pour les organisations des arts. Il faut vraiment y penser parce que, honnêtement, c'est quelque chose qui était beaucoup plus compliqué à faire il y a même 3 ou 4 ans. Ça prenait beaucoup plus de ressources et de connaissances technologiques afin de pouvoir avoir des courriels automatisés ou des campagnes automatisées en se servant de votre système CRM. Et maintenant, ce qui est arrivé, c'est que même bon nombre des plateformes, des petites et moyennes entreprises, ici vous voyez MailChimp, vous vous en servez probablement, mais en fait, c'est beaucoup plus facile à utiliser par des gens qui n'ont pas nécessairement une grande expérience technologique. Donc, c'est beaucoup plus disponible pour nous. On peut penser quel genre de campagne automatisée est-ce qu'on peut organiser qui vont mieux performer, qui arrivent à temps, qui sont pertinentes et qui pourront vraiment nous aider à entrer en relation avec nos clients. Et l'autre chose qui rend ceci très intéressant aussi, mais ça peut poser certains défis, mais c'est de penser pas seulement à ce qui se passe avec le courriel, avec nos activités de CRM, mais de penser à d'autres canaux dont on pourra tirer parti. On a parlé un petit peu pendant le cours et je sais que certains d'entre vous, vous avez commencé à faire des essais avec les messages textos. Je vous encourage tous à penser un peu plus au rôle que ça peut jouer dans nos communications avec nos clients. Comme point de départ, des choses comme avoir des notifications, surtout s'il y a un événement qui s'en vient, ce sont le genre de choses qui ont un taux d'ouverture très élevé. Mais en plus, ça ne dérange pas les gens comme d'autres plateformes peuvent le faire. Donc, je vous encourage, lorsque vous pensez à vos plans pour l'année, de non seulement penser au moment où vous allez faire certaines de ces campagnes automatisées, mais comment est-ce qu'on peut mélanger ou utiliser un mix des canaux. Donc, je pense qu'il est très excitant aussi, c'est que maintenant, le travail qui reste à faire, c'est moins technique, même si ça va être une grosse partie du travail, mais ça peut être plus stratégique. Donc, ce que j'entends dire par ça, c'est que maintenant, au lieu
d'établir plein de campagnes dans nos logiciels CRM. Le travail à faire, c'est de s'asseoir avec certains des membres de notre équipe et de penser à comment est-ce qu'on peut avoir des réponses intelligentes aux questions suivantes. Quel est le meilleur segment à contacter? Qui? Quel est le message ou la meilleure offre? Alors, le quoi? Le meilleur moment de communiquer avec la clientèle? Alors, quel est l'élément déclencheur qu'on peut reconnaître? Et ensuite, comment? On vient de parler de formats différents avec le courriel et ça s'améliore de jour en jour, mais aussi de penser à d'autres canaux de communication qu'on pourrait utiliser qui pourraient en fait être des choses qui ne sont pas en ligne, comme un appel de quelqu'un du département de cahier de fonds ou du bureau. Mais il faut penser au-delà des canaux. Et alors, quelles sont les choses que je vous propose lorsqu'on pense à la pertinence? Eh bien, il faut parler aux expériences futures proposées pour nos clients. Et lorsque je parle de clients, je veux dire des gens qui pourraient vous soutenir d'un point de vue financier ou ceux qui vont à vos spectacles. Donc, l'un des outils qu'on voit souvent, alors, c'est la cartographie de l'expérience client. C'est un exercice intéressant à faire avec vos équipes, de penser aux étapes différentes en cours de chemin lorsque quelqu'un est en relation avec vous. Ça peut être pendant une performance et penser à quels sont les moments qui pourraient être une opportunité pour vous d'offrir une certaine valeur et un rappel en temps opportun concernant un événement qui s'en vient ou d'envoyer un sondage, par exemple, après l'événement ou de demander un don une fois que quelqu'un vous a fait une critique positive. Donc, de faire une cartographie du point de vue du client de façon linéaire, ça peut vraiment vous aider à découvrir ces nouveaux moments qui pourraient être le bon moment pour faire des campagnes automatisées. Afin de faire ceci, par contre, nous devons aussi penser à ce concept de déclencheurs et signaux. Et vous pouvez penser à ceci, ce sont comme des comportements mesurables qu'on doit pouvoir suivre et dire, ah, OK, voici ce qui est arrivé, on doit envoyer un courriel maintenant. Donc, la prochaine étape, après avoir identifié certains des moments où vous voulez avoir des campagnes déclenchées ou automatisées, il faut reconnaître lorsque ces moments surviennent et il faut réagir de façon appropriée. Un exemple, ce serait, disons, quelqu'un qui a laissé quelque chose dans son panier de magasinage sur votre site Web. Donc, on doit voir lorsque quelqu'un est intéressé, mais qui n'ont pas acheté. Donc, le déclencheur, c'est lorsque quelqu'un a quitté une page en particulier, on a l'opportunité de pouvoir communiquer avec eux. Un autre, ça pourrait être lorsque quelqu'un vient de quitter un spectacle et on veut comprendre s'ils ont apprécié le spectacle. Alors, le déclencheur ici, ça pourrait être une date en particulier. Donc, si on peut faire le suivi de ceci dans notre système de CRM, on pourra automatiser ce genre de message qu'on pourra envoyer à cette personne après le spectacle. Donc, il faut comprendre les moments. Il faut voir comment est-ce qu'on peut reconnaître ces moments spéciaux avec des déclencheurs. C'est la prochaine partie. Et finalement, la chose dont je vais vous parler maintenant, c'est pas seulement les moments et les déclencheurs, mais aussi de voir la base de données. Et souvent, on regarde nos données sur la clientèle et on regarde des métriques qui sont assez de base. Peut-être qu'on regarde le profil du client, on peut reconnaître quels ont été leurs comportements dans le passé et peut-être on peut voir leur adresse et leur dernier contact avec nous, mais afin de pouvoir en faire encore plus, de faire des communications plus ciblées. Une autre activité qui en vaut la peine, c'est de penser à quoi devrait ressembler un profil complet. Quelles sont les autres données qui vont nous être très utiles afin de pouvoir créer des segments significatifs? On a une opportunité dans nos programmes de pouvoir poser ces questions à nos gens, que ce soit à l'inscription ou si on se sert de sondage ou si on demande aux gens de mettre à jour et de vérifier leurs informations, les informations contenues dans leur profil. Toutes ces choses, ce sont des façons différentes de pouvoir valider et recueillir des données additionnelles dont on pourra se servir pour des communications ciblées. Alors, c'est ce qu'on veut faire lorsqu'on pense à la pertinence de nos communications.
J'ai presque terminé mon thé et la présentation. Donc, ça va bien à date. La dernière tendance à avoir avec ce dont on vient de parler, et ça, c'est la protection des renseignements personnels et le ciblage. Donc, je pense que c'est une des tendances qui va vraiment façonner le marketing et la cueillette de fonds de façon assez significative au cours des prochaines années. Donc, il y a toujours eu cette tension qui existe. Les gens qui travaillent dans cet espace, vous reconnaissez que d'un point de vue marketing, on en a parlé dans l'autre tendance, c'est qu'il y a un désir de pouvoir recueillir autant de données que possible afin de pouvoir communiquer avec plus de précision et de certitude. Donc, on a toujours voulu ça et on cherche des façons de pouvoir obtenir ces données. Mais par contre, il y a des inquiétudes concernant l'hésitation des consommateurs ou des enjeux concernant les données confidentielles. Mais c'est pas aussi noir sur blanc que ça. Seulement 33 des clients croient que les sociétés utilisent leurs données de façon responsable. Par contre, 66 des clients seraient prêts à partager des données s'ils en retiraient quelque chose de plus. Donc, il y a un concept dont on a parlé plus tôt concernant cet échange de valeurs. Je viens de lire quelque chose récemment qui dit que 54 des consommateurs disent qu'ils sont plus conscients des données personnelles qu'ils partagent par des communications numériques qu'il était avant le début de la pandémie. Donc, ça a toujours été un débat ou un sujet de discussion depuis une dizaine d'années, mais maintenant, les gens sont beaucoup plus conscients. Et ça, c'est à cause des changements que Apple vient de faire. Donc, je vais vous parler un peu de quels sont certains de ces changements amenés par Apple, mais je ne veux pas que vous voyez ça comme étant juste des choses que Apple fait parce que c'est connecté à une tendance au sein du marché sur comment les consommateurs vont gérer leurs données, comment est-ce qu'ils vont être à l'aise de donner des renseignements personnels et quelles sont certaines des façons que les organisations responsables, quelles sont les façons dont ils demandent d'avoir ces données afin de communiquer directement avec les clients. Voyons ce que Apple a fait parce que je pense que ça a des vrais impacts sur le marketing et les plans de cueillette de fonds. Vous reconnaissez probablement où je m'en vais avec ceci, mais je pense que ça vaut la peine d'y penser. Donc, il y a eu certains changements qui ont été mis en lumière sur la façon dont Apple a apporté les modifications touchant les renseignements personnels avec des conséquences sur la publicité et le courriel, surtout lorsqu'il est question des courriels. Pour la publicité, ce qui est arrivé au mois de mai, et vous le savez probablement, si vous avez un iPhone, Apple, ils ont lancé le App Tracking Transparency qui permet aux utilisateurs de refuser la permission de suivre les activités sur des dispositifs iOS. Donc, les applications ne peuvent pas vous suivre pour recueillir vos informations. Ce que ça veut dire pour les entreprises qui se servent de cookies, et si on se souvient, c'est quoi des cookies? Alors, c'est des petits fichiers qui peuvent être reconnus sur d'autres sites web et on peut s'en servir pour des fins de publicité, par exemple. Je peux reconnaître quelqu'un qui s'est servi d'un cookie, qui n'ont pas acheté quelque chose et je peux me servir de cookie pour recibler, ce serait un exemple. Et donc, ce qui est arrivé pour ces gens, et 90 des gens qui se voient offrir cette option acceptent. Alors, pour ces gens, on ne peut plus les voir et on ne peut pas faire bien des choses qu'on est habitué de faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, pour les organisations des arts qui se servent de Facebook, par exemple, pour une grande portion de ces gens qui disent « ne me suivez pas mes mouvements », on ne peut pas aussi facilement faire des choses comme des campagnes de ciblage parce qu'on ne peut pas suivre cette personne d'une application à l'autre ou d'un site à l'autre. Et en plus, les attributions de conversion. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer quelle a été la réaction du client? Ça va être limité également parce qu'on ne peut pas suivre cet individu ou ce cookie dans plusieurs applications ou sur plusieurs sites web. Donc, ça va avoir un impact sur la publicité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce dont on parle souvent, c'est qu'il faut chercher davantage à renforcer ses propres données de première partie. Donc, c'est un peu comme une façon de dire,
de gérer nos propres bases de données et d'augmenter les données pour les gens avec qui on a déjà une relation, des clients actuels ou des gens qui ont demandé de recevoir des informations de vous. Alors, ça va devenir de plus en plus important. Ensuite, pour ceux qui travaillaient dans des campagnes de publicité, qui avaient des budgets de médias, alors peut-être d'explorer la publicité contextuelle avec les éditeurs. Donc, de travailler avec vos éditeurs locaux pour voir quelles sont les options de ciblage qui sont disponibles à vous. Et finalement, je dirais, c'est de surveiller ces paramètres et les changements à venir. Il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont se passer dans cet espace. Google Chrome va faire quelque chose de semblable pour éliminer ces cookies de tierces parties. Donc, il y en a. Donc, ça va changer. Allez voir vos chiffres. Si vous faites de la publicité numérique, vous devez comprendre quels sont les impacts et parler à certaines de vos agences, si vous travaillez avec une agence, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place maintenant pour mieux se préparer pour ce genre de changement. Et finalement, les courriels. Alors, la publicité par courriel. Alors, c'est plus difficile maintenant pour nous de cibler les gens et de les suivre. Pour les courriels, vous ne savez peut-être pas que Apple vient de lancer une application de protection des courriels qui fait la même chose, mais dans un canal différent. Ça permet aux utilisateurs de l'iOS de refuser la permission de rendre leur adresse au moment d'ouverture du courriel visible. Alors, ça vient d'arriver il y a quelques semaines. Et en fait, ça permet aux gens de pouvoir dire, je ne veux pas que ces gens qui m'envoient des courriels, qu'ils comprennent mes comportements, qu'ils puissent me suivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que lorsque les gens choisissent de protéger leur courriel, vous ne pourrez pas voir qui ouvre vos courriels et qu'est-ce qu'ils font une fois le courriel ouvert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'envoie, disons qu'il y a 100 personnes dans ma liste, les chances sont que 35 d'entre eux ont, disons qu'ils utilisent tous ce dispositif de protection. Moi, je vais voir ces 35 personnes, c'est 35 des personnes, je vais voir qu'ils ont ouvert le courriel, même s'ils ne l'ont pas ouvert. Donc, il y a des implications d'un point de vue de suivi. Donc, ce que ça peut dire, c'est que les taux d'ouverture ne sont plus vraiment fiables. Donc, on ne peut pas bien comprendre le taux d'ouverture si on n'est pas certain qui, dans ce 35 a vraiment ouvert ce courriel. L'autre question aussi, c'est lorsqu'on fait des automatisations dont on a parlé tantôt, dans une des tendances, donc d'après les comportements des gens, on va leur envoyer des campagnes automatisées. Bon nombre des campagnes automatisées, en fait, sont basées sur le fait que quelqu'un ouvre le courriel. Donc, maintenant, ce genre de campagne est moins efficace. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Une chose qui est la partie la plus importante, à mon avis, c'est de recentrer les rapports en fonction des taux de clics plutôt que d'ouverture et d'explorer d'autres moyens de mesurer l'intérêt des clients. Souvenez-vous qu'on n'envoie pas beaucoup de courriels, par exemple, parce qu'on veut avoir des taux d'ouverture. On le fait parce qu'on veut des dons, on veut pouvoir vendre des billets. Donc, on veut pouvoir avoir une meilleure idée des résultats. Donc, on regarde des choses comme les clics et les résultats. Et ensuite, pensez à d'autres canaux. On a parlé d'SMS ou de texto ou d'autres façons dont on va pouvoir voir comment les gens trouvent nos communications. Vous allez peut-être voir des choses comme les sondages pour voir si les gens aiment le contenu et les offres qu'on leur envoie. Donc, il va y avoir beaucoup plus de changements dans cet espace et c'est important pour nous de reconnaître quelles sont les implications et les opportunités qui vont se présenter à nous. Et ça nous amène au résumé. Donc, on revient au début. Au début, on a parlé de la vidéo sociale comme étant une partie très importante, un format très important. Alors, il faut voir comment est-ce qu'on veut impliquer nos publics grâce à ces vidéos sociales. L'économie de création, on a parlé de comment est-ce qu'on peut en apprendre et l'appliquer et de monétiser comme les créateurs et la recherche et la découvrabilité. Quelles sont certaines des choses qu'on peut faire pour pouvoir augmenter notre empreinte numérique au-delà de s'assurer qu'on est présent
dans les 10 liens bleus. La pertinence à échelle, on a parlé de l'importance de se servir de données, d'identifier des éléments déclencheurs pour pouvoir communiquer de façon plus efficace. Et finalement, on a parlé de la protection des renseignements personnels et du ciblage et certains des changements qui sont survenus pour protéger l'intérêt des consommateurs. Donc, avant de passer aux questions, je voulais partager cette pensée avec vous. Je pense que c'est très utile. Vous savez, ces signaux, ces tendances sont partout, mais on doit regarder autour de nous. Et comme William Gibson a dit, l'avenir est arrivé, mais il n'est pas également réparti. All right. So, Lauren, I think Bon, Lauren, je pense qu'on est prêt pour les questions. Oui, on a quelques questions du chat. Donc, la première, clarification sur les terminologies. Donc, qu'est-ce qu'un éditeur local? Local publisher. Un éditeur local. I may have been, correct me if I'm wrong, I may have mentioned that. Peut-être que j'ai mentionné dans la section publicité. Donc, l'une des choses, bon, ce dont je vous parle ici, c'est qu'il pourrait y avoir un journal ou une compagnie médiatique qui est dans votre région et avec qui vous voulez faire de la publicité. Donc, peut-être que vous voulez travailler avec eux directement afin de mieux comprendre les opportunités locales de publicité, étant donné qu'il est difficile de faire certaines des autres campagnes ciblées. Bon, une autre question de John. Il dit, je suis curieux concernant le courriel, la protection par courriel. Quel impact est-ce que ça va avoir si on continue à leur envoyer des courriels? Ou est-ce qu'on devrait continuer à leur envoyer des courriels? C'est un très bon point, John. L'une des choses qui va être difficile à faire, c'est concernant la gestion des listes. Donc, ce dont je parle, c'est de regarder les gens qui ne sont pas impliqués pour s'assurer que, premièrement, si on peut entrer en contact avec eux et si on ne peut pas, bien, on les met aux archives, mais c'est difficile de pouvoir faire ceci si on ne sait pas qui ouvre les courriels. Donc, la gestion des listes, je pense que ça va devenir une de ces choses qui va être de moins en moins précise. Donc, ça revient au point original. Comment est-ce qu'on peut comprendre à quel point les gens sont impliqués? Donc, on peut regarder des choses comme les clics, les mesures de résultats et des sondages. Mais ça va être assez difficile à faire si on se base seulement sur le taux d'ouverture des courriels. Question de Todd. Quelles sont certaines des meilleures options de micro-dons que vous avez vues pour des organisations comme les nôtres? Celles que j'ai vues, et vous les connaissez probablement mieux que moi, celles que j'ai vues, c'est avec Patreon. Mais un que j'ai trouvé très intéressant, c'était si vous pouvez aller sur Twitch. You don't need to be a gamer to be able to do this. Et vous n'êtes pas obligé d'être un gamer là, pour faire ceci, mais suivez quelques créateurs pour voir les options dont ils se servent sur leur page. Parce que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a une variété de façons de pouvoir monétiser. Il pourrait y avoir des gens qui, disons, ajoutent des abonnements, il pourrait y avoir de la marchandise, il pourrait y avoir des liens affiliés ou d'autres façons de faire des micro-dons, comme d'acheter quelque chose de quelqu'un d'autre. Donc, comme point de départ, je vous encourage à aller voir ceci, à regarder la page de quelqu'un sur Twitch pour voir toutes les façons différentes dont il monétise. Et ensuite, il y a d'autres outils dont on peut se servir pour monétiser, mais la première partie, c'est de voir qu'est-ce qui a du sens pour ce que vous faites et la relation que vous avez avec votre public. Un autre de Kat. Elle remarque qu'il y a beaucoup de sondages pendant la COVID et elle se demande comment est-ce qu'elle peut avoir un sondage qui sera attirant pour les publics, pour les motiver à compléter le sondage. J'ai remarqué ça également. Le National Ballet en a fait un. Je pense que ça a du sens parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la planification et ils veulent comprendre ce que les gens veulent et quelle réaction
il pourrait y avoir des décisions qu'ils pourraient prendre concernant le prix ou le genre de contenu qu'ils veulent présenter. If you wanted something to be Si vous able voulez to stand out, you can always vous distinguer, vous pouvez toujours utiliser un incitatif to do that. And then I think the other one et is ensuite, l'autre, c'est making it feel like there's some benefit to the il faudrait audience. qu'il y ait un certain avantage pour le public. Évidemment, il y a des gens avec qui vous avez une relation. Et moi, je dirais I think there could be something que done. vous pourriez inclure quelque chose comme « Aidez-nous à vous aider, vous assurer que ce sondage ne soit pas juste pour vous. C'est leur opportunité de pouvoir vous informer de ce qui les intéresse. » Donc, peut-être une combinaison de ces deux choses. Opening for that of what's in it for me. Thanks, Tim. And just a couple questions have come in direct message. We will be circulating a copy of Nous the allons vous envoyer une copie de la présentation et de l'enregistrement. Une autre question qui est entrée. Vous avez parlé de la plateforme. Est-ce que c'était Patreon ou une plateforme de dons? OK, Patreon. Bon, je pense que c'est tout. C'est toutes les questions qui sont rentrées à date. Si vous avez d'autres questions, posez-les très rapidement. Mais sinon, la parole est à Catherine. Bon, donc je vais activer mon micro et ma caméra. Et en fait, je regarde d'autres choses ici. Je vois que Frédéric Julien, chez Capacoa, mentionne qu'ils font un atelier sur Wikidata le 3 novembre. Vous pouvez aller voir le chat pour avoir le lien et on pourra envoyer un lien. J'encourage les gens à compléter le sondage. Désolé tout le monde, nous aussi, on a un sondage post-événement et on aimerait entendre vos commentaires sur cette session. Ça nous aide vraiment à planifier des sessions futures comme celle-ci. Kim, je ne sais pas, Tim, je ne sais pas comment vous avez pu présenter tout ce contenu sur un sujet tellement intéressant. Et vous savez, le nombre de gens en publicité qui ont perdu la boule lorsque Apple a changé ses mesures, c'était assez extraordinaire. Les choses qui étaient vraies sont tout le temps en constante évolution. Et peut-être que c'est ça qui garde les choses assez intéressantes. Et encore une fois, au nom de nos partenaires, le Conseil des arts, on vous remercie. On remercie les participants aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Et nous espérons vous voir au mois de décembre pour la prochaine présentation de Tim. On vous garde informés. Merci de votre intérêt et de votre participation. Merci à tous. Au revoir.